Il y a des métiers qui nous inspirent particulièrement confiance, comme celui par exemple de maîtresse d'école. Ce sont des femmes qu'on imagine douces, patientes, gentilles, attentionnées et qui adorent les enfants. Alors quand les médias anglais ont révélé que l'une d'entre elles, Fiona Beale, venait de commettre un meurtre de sang-froid, l'affaire a passionné l'Angleterre. Je vais vous raconter son histoire. Notre histoire se déroule en Angleterre en 2021 dans le village de Earls Barton, un petit village qui s'organise autour d'une paroisse et qui se situe à 8 km au nord de Northampton. Dans ce village vit un couple, Nicholas Billingham, 42 ans, et sa compagne Fiona Beale, 47 ans. Le couple a acheté ensemble en 2020 une maison mitoyenne dans le village afin de repartir du bon pied après des problèmes de couple. Mais avant de vous en dire plus sur leur relation, je vais commencer par vous présenter les deux protagonistes, à commencer par Nicholas Billingham, dit Nick. Donc on va l'appeler Nick dans cette vidéo, ce sera plus simple, c'est comme ça que tous ses proches l'appellent. Et Nick, c'est un homme qui est auto-entrepreneur et qui gagne difficilement sa vie, puisque ce qu'il fait pour survivre, c'est rénover des maisons pour les revendre. C'est un homme que ses proches décrivent comme sympathique, quelqu'un qui adore aider son prochain. À chaque fois que quelqu'un a besoin d'aide, eh bien, il répond présent. Et sur son temps libre, il apprécie de boire un coup au pub avec ses amis ou d'aller regarder des matchs de foot. Il est un fan inconditionnel de l'équipe de Manchester United. Bon, par contre, il est un peu macho sur les bords, c'est un homme qui est considéré comme beau gosse par les femmes et qui le sait, donc il en profite à leurs dépens. Fiona, elle, est maîtresse d'école, elle est plus précisément maîtresse d'une classe de CM1 et elle est parfaitement faite pour ce métier puisque c'est ce que ses collègues et sa directrice d'école disent d'elle. Tout se passe pour le mieux, personne n'a rien à redire à son travail, c'est une femme qui est douce, qui est gentille, qui est rigolote, avec qui ça passe très très bien avec les élèves, tous ses élèves l'adore et elle n'a jamais un mot plus haut que l'autre. Cependant, Fiona n'a pas non plus une personnalité si lisse que ça puisqu'elle cache un secret. Ça fait depuis ses 19 ans qu'elle se bat avec la dépression et en plus d'un traitement pour cette dépression, eh bien elle est une très grande consommatrice de cannabis qu'elle consomme tout simplement pour essayer d'aller mieux et de se changer les idées. Au moment de notre histoire, ça fait très longtemps que Nick et Fiona sont en couple puisque ça fait 17 ans, mais c'est une relation chaotique, ponctuée de ruptures et d'infidélité. C'est toujours la même histoire, Nick rencontre une autre femme, il décide de quitter Fiona afin de s'amuser à droite à gauche ou de s'amuser avec cette femme en particulier, et puis quand il en a marre, eh bien il revient vers Fiona, il la supplie de se remettre avec lui, de lui pardonner, et Fiona, éperdument amoureuse, lui pardonne à chaque fois, le récupère et ils reprennent le cours de leur histoire. Mais le problème, c'est que l'histoire se répète inlassablement et que Fiona finit toujours avec le cœur brisé. Seulement voilà, au bout de 17 ans à subir tout ça, eh bien Fiona en a marre. Alors quand Nick lui annonce en novembre 2021 qu'il la quitte à nouveau pour une autre femme, eh bien cette fois Fiona ne fait aucun effort pour le retenir. Elle lui dit qu'il n'y a aucun souci, il a qu'à prendre toutes ses affaires, quitter le domicile, elle ne veut plus rien savoir de lui. Elle prévient même ses proches que ça y est, c'est la fin, elle est définitivement célibataire, elle est soulagée, elle en avait marre de leur relation après 2 décennies quasiment à subir non seulement ses infidélités mais aussi son mauvais comportement parce qu'il la traite vraiment pas bien. Bien voilà, elle n'a plus envie de faire d'efforts, c'est fini. Bon, non seulement j'ai le Covid, mais en plus je me suis séparée de Nick. Le confinement a révélé des secrets très désagréables et il est parti. Vie de merde, bisous. Les semaines passent et Fiona a l'air radieuse. Elle a perdu du poids, elle a changé la décoration de sa maison, elle est de bien meilleure humeur qu'avant et ses proches qui ne supportaient pas Nick, eh bien, sont très heureux de la voir aussi rayonnante. Mais fin février 2022, Fiona annonce à ses parents qu'elle part en formation à la demande de sa directrice. Elle part seulement quelques jours, 3 jours plus précisément, dans le comté de l'Essex et elle sera de retour à la fin de cette formation. Mais voilà, au bout de 4 jours, Fiona n'est toujours pas rentrée et ses proches s'inquiètent. Je suis désolée de vous faire subir ça, mais je reste un peu plus longtemps. Essayez de ne pas vous inquiéter, mais j'ai vraiment besoin d'être seule.
Je vous aime très fort. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Mon téléphone sera éteint toute la journée, mais je vous appelle demain. » Cependant, quelques jours plus tard, c'est la directrice de Fiona qui appelle les parents de cette dernière pour leur demander s'ils savent où elle se trouve. En effet, il n'a jamais été question de l'envoyer en formation. Fiona était censée se rendre au travail, ce qu'elle n'a pas fait, et sa directrice est très inquiète car ça ne lui ressemble pas. Et effectivement, Fiona a l'air d'aller mal. Elle a à plusieurs reprises appelé une de ses sœurs et elle était en pleurs au téléphone. Elle suppliait sa sœur de l'aider, mais sans donner plus d'explications. Donc sa sœur s'est simplement dit qu'elle avait un épisode dépressif comme ça lui arrivait de temps en temps. Mais le fait qu'elle ait disparu, que personne ne sache où elle se trouve et qu'en plus elle ait l'air d'être vraiment très mal mentalement, eh bien fait que sa famille est tellement inquiète qu'ils préviennent la police. La police n'a aucun mal à localiser Fiona puisqu'elle a loué un logement dans le comté de Cumbria, mais comme eux aussi sont inquiets, ils préfèrent aller voir si tout va bien. Donc ils se rendent dans ce logement, ils toquent à la porte, ça ne répond pas, donc ils entrent d'eux-mêmes, et là ils découvrent Fiona dans la baignoire. L'eau est ensanglantée, Fiona s'est taillé les veines. Heureusement, ses blessures sont superficielles, mais à côté d'elle se trouve une lettre d'adieu. Ça ne fait aucun doute qu'elle a tenté de mettre fin à ses jours et afin qu'elle puisse être prise en charge au mieux, les policiers l'envoient dans un hôpital psychiatrique. Et pendant ce temps-là, pendant que Fiona est partie, eh bien, ils décident de faire un peu le tour du logement, voir s'ils peuvent comprendre ce qui s'est passé exactement. Et en faisant le tour de ce fameux logement, eh bien, ils tombent sur le journal intime de Fiona. Ils l'ouvrent, ils lisent ce qui est écrit à l'intérieur, et là, leur sang se glace. Dans ce journal intime, Fiona révèle que ça fait 4 mois et demi qu'elle a assassiné froidement son compagnon Nicholas Billingham avant de cacher son corps. À ce stade, Nick n'a pas été déclaré disparu par ses proches, personne ne se doute de rien. Et les policiers, qui venaient tout simplement pour vérifier que Fiona allait bien, se retrouvent au cœur d'une enquête pour meurtre. Fiona et Nick se sont rencontrés pour la première fois en 2004 et à ce moment-là, Nick sortait tout juste d'une relation de 4 ans et demi avec une fille qui s'appelle Sophie et qui était son premier amour. C'est une relation qui s'est extrêmement bien passée. Sophie avait une petite fille d'une précédente union et Nick a décidé de la prendre sous son aile. Il s'est occupé de la petite comme si c'était sa propre fille et il a été vraiment le petit ami parfait. Sophie n'a vraiment rien à dire, elle ne peut pas se plaindre de lui, quand elle en parle, c'est vraiment en bien. Elle explique qu'elle était plutôt fêtarde, très sociable, elle passait tout son temps à sortir, à aller voir des amis, et pendant ce temps, Nick, lui, qui était à l'époque plutôt casanier, qui préférait rester devant la télé, eh bien restait à la maison afin de faire le ménage et de s'occuper de la petite fille. Donc vraiment le petit ami idéal. En plus de ça, il n'avait pas de dispute, Nick était très gentil. Ils se sont disputés une seule fois au cours de leur relation, donc une seule fois en 4 ans et demi. C'est vraiment très très peu. Et c'était tout simplement parce que Nick avait craqué un soir, il avait dépensé beaucoup d'argent au casino, donc elle n'avait pas du tout apprécié. Mais bon, c'est arrivé qu'une seule fois, il s'était laissé emporter dans l'ambiance. Rien de très grave. Même leur rupture s'est très bien passée, hein. C'est assez fou, puisqu'ils se sont rompus en très bons termes. Nick a même dit à Sophie qu'il l'aimerait toujours. Et ils ont continué à se voir, à se donner des nouvelles régulièrement pendant toutes ces années. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Nick suite à cette rupture ? C'est vrai qu'il y a certains hommes qui ont tendance à avoir du mal à oublier leur premier amour. Toutes les femmes qu'ils rencontrent ensuite les déçoivent parce qu'ils les trouvent moins intenses, moins belles, moins merveilleuses que la première, parce que forcément ils ont un souvenir vraiment magnifique de leur premier amour. Alors je sais pas si c'était le cas de Nick, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'a plus jamais respecté aucune femme après Sophie. Donc Sophie a eu beaucoup de chance. Puisqu'après il se met avec Fiona, mais même les filles avec qui il trompait Fiona, il les respectait pas non plus plus que ça. Toutes ces femmes décrivent un homme macho, immature, infidèle, mais quand même sympathique et plutôt gentil. Enfin, la plupart d'entre elles, voilà, elles ont quand même passé des bons moments avec lui.
mais le gros point noir, c'était ses infidélités. J'ignore à quel moment de sa relation avec Fiona il a révélé son vrai visage. C'est vrai que souvent, ce genre d'homme a tendance à être manipulateur au début, histoire d'avoir la fille dans ses filets, qu'elle tombe bien amoureuse, et une fois que c'est fait, ils commencent à révéler leur vraie nature. Mais ce qui est sûr, c'est que dans leur relation, il l'a trompée au moins à 4 reprises. Et on parle pas d'une petite infidélité, on parle pas d'un petit bisou en boîte de nuit. Non, c'est allé beaucoup plus loin que ça. Vous allez voir. Et en plus de ça, il se comportait vraiment très mal avec Fiona. Il la traitait très mal. Déjà, quand Fiona présente Nick à sa famille, tout de suite, ils ne le sentent pas du tout. Ils ont un mauvais pressentiment, ils n'aiment pas cet homme, ils n'aiment pas son caractère. Faut savoir que c'est quelqu'un d'assez lunatique, c'est-à-dire que les proches de Fiona expliquent que parfois, il va être hyper sympathique, hyper avenant, il va faire la conversation, il est souriant, il est agréable. Et puis la fois d'après, sans qu'on sache pourquoi, il est froid, il est désagréable, il est fermé, il parle presque pas, et puis il jette une mauvaise ambiance, il y a des mauvaises ondes dans la pièce, enfin... Vraiment, ils ne savent jamais comment le prendre et ils pensent que Fiona mérite mieux que lui. Bon, après, par respect pour Fiona, qui est quand même adulte et qui se met bien en couple avec qui elle veut, ses proches n'ont jamais été désagréables avec Nick, ils lui ont jamais fait sentir qu'ils ne l'aimaient pas. Ils ont essayé d'être sympathiques et de l'intégrer à la famille comme il faut. Cependant, en plus de sa personnalité, on va dire lunatique, eh bien, il y a un autre problème, c'est qu'il ne semble pas correspondre à Fiona puisqu'ils n'ont pas les mêmes priorités dans la vie. Fiona, voilà, elle a un travail très stable, maîtresse d'école, elle a des revenus stables également, et finalement c'est son salaire à elle qui va payer toutes les factures parce que Nick, lui, il a un travail dont les revenus sont aléatoires, il gagne en plus pas très bien sa vie, et pour couronner le tout, il a une addiction au jeu d'argent. Donc je vous ai dit qu'il s'était arrivé une fois avec son ex Sophie qui fasse un peu n'importe quoi, mais vraisemblablement avec Fiona c'était beaucoup plus courant. Il dépensait vraiment des grosses sommes et du coup Fiona se retrouvait avec toute la pression financière sur elle et il se disputait beaucoup à ce sujet. Il est également colérique et contrôlant. Donc il va par exemple demander à ce que Fiona prépare tous les dîners et il faut que quand il rentre à la maison, le dîner soit prêt. Mais non seulement le dîner doit être prêt, mais en plus le dîner doit lui convenir. Donc à une occasion par exemple, pour vous donner un peu une idée de qui est Nick, eh bien Fiona lui apporte son dîner au lit, voilà tranquillement pendant que monsieur se repose dans la chambre et il lui dit « il est hors de question que je mange ça, j'aime pas » et il a à la place commandé à manger. Donc il s'est fait livrer quelque chose, mais que pour lui. Il a même pas pris pour lui et Fiona, histoire qu'il passe une bonne soirée. Non, il a pris que pour lui. Mais il y a un truc qui a particulièrement choqué les proches de Fiona, c'est son obsession pour le ménage. Il le surnommait Neat Freak Nick, ce qui veut dire en gros Nick le maniaque, tellement il adorait que le ménage soit fait de manière complètement parfaite. Mais bon, bien évidemment, c'est Fiona qui devait faire le ménage. Il lui mettait une énorme pression là-dessus parce que non seulement le ménage devait être fait vraiment à la perfection, il supportait pas qu'il y ait un seul truc qui n'aille pas, il fallait que la maison soit non seulement très très propre mais aussi très bien rangée, mais en plus, il fallait que ce soit fait à sa façon. Donc, c'est-à-dire que Fiona devait respecter absolument ses directives et sa façon de faire, et si elle faisait autrement, eh bien, il s'énervait contre elle. Bon, tout ça, ce sont des témoins qui l'ont rapporté, ce n'est pas la parole de Fiona contre celle de Nick, donc on sait que c'est vrai, puisqu'il y a plusieurs personnes qui ont témoigné en disant qu'effectivement, Nick ne respectait pas Fiona, et qu'il lui parlait mal, etc. Mais maintenant, je vais rajouter des éléments qui cette fois ont été apportés par Fiona. Donc ce sont des éléments qui vont être à prendre avec des pincettes, puisque cette fois-ci les témoins sont beaucoup plus rares et c'est vraiment des choses qui se passaient dans l'intimité de leur foyer. Je rajoute aussi que pour ce qui a été dit avant, Nick lui-même a avoué qu'effectivement il traitait mal Fiona, puisque dans une lettre qu'il lui a envoyée pour essayer de la reconquérir après une rupture, il lui avait très clairement dit qu'il était désolé de passer son temps à la rabaisser et à mal lui parler. Donc on sait que c'est vrai puisque lui-même l'a dit. Et donc pour en revenir à ce que Fiona raconte, elle explique que Nick passait donc son temps à la rabaisser, son temps à se plaindre et son temps à la critiquer. Il la critiquait vraiment sur tout et n'importe quoi, mais beaucoup sur son physique, ce qui est particulièrement dur à encaisser au sein d'un couple. Il lui disait notamment qu'elle était trop grosse, qu'elle était pas assez bien habillée à son goût, qu'elle devait faire plus d'efforts, enfin vraiment des réflexions cruelles. Et pour vous dire à quel point ils critiquaient tout chez Fiona, ils étaient carrément obligés de faire chambre à part parce qu'ils ne supportaient pas la présence de Fiona dans leur lit. Il suffisait qu'elle respire un peu trop fort ou qu'elle ronfle ou qu'elle bouge un peu dans le lit et ils
s'énervait en lui disant qu'il n'arrivait pas à dormir, qu'il supportait pas qu'elle soit à côté de lui. Donc du coup, Fiona commençait ses nuits sur le canapé. Elle fumait du cannabis pendant que lui s'endormait et dès qu'elle voyait qu'il était endormi, là, elle allait le rejoindre puisqu'il pouvait plus se plaindre qu'elle bougeait ou quoi que ce soit vu qu'il dormait. Fiona a également parlé d'abus sexuels, là encore à prendre avec des pincettes puisque c'est la seule personne à avoir parlé de ce côté-là de Nick. Toutes les ex de Nick ont dit qu'il avait toujours respecté leur consentement et qu'il était même plutôt doux pendant leur rapport, mais Fiona, elle, dit qu'il lui est arrivé de lui imposer des rapports ou alors d'être dégradant, irrespectueux pendant ses rapports. Tout cela n'a bien évidemment pas amélioré la santé mentale de Fiona, puisque je vous rappelle qu'elle est dépressive depuis ses 19 ans, donc devoir encaisser tout ça, c'est très très dur pour elle. Elle a changé en fait de comportement, elle qui était quelqu'un quand même de jovial, etc., est devenue beaucoup plus discrète et effacée. Elle passe le plus clair de son temps chez elle à fumer, elle voit pas beaucoup d'amis ni rien, elle est vraiment plutôt solitaire et renfermée sur elle-même, donc c'est très triste. Et elle passe finalement tout son temps à essayer d'être une meilleure personne pour satisfaire Nick et le garder dans sa vie. Bon, j'ai dressé un portrait désastreux de Nick, j'en suis consciente, mais c'est normal puisque je parle uniquement de sa relation avec Fiona. Je tiens quand même à tempérer les choses. Nick a aussi des bons côtés, alors certes oui c'était un sale type envers les femmes, mais sa famille et ses amis affirment que voilà, il avait quand même beaucoup de qualités, c'est quelqu'un de sympathique, c'est quelqu'un d'avenant, c'est quelqu'un avec qui il est agréable de parler, de passer du temps, encore une fois il aime bien boire des coups au pub, etc. C'est quelqu'un d'assez bon vivant, et puis c'est quelqu'un qui est toujours là pour rendre service et qui tient à ce que ses proches soient heureux, il fait toujours en sorte de prendre soin d'eux. Donc finalement, le gros point faible de Nick, le gros point noir de sa personnalité, ce sont les femmes. Je vous ai dit qu'il avait été infidèle à au moins 4 reprises envers Fiona, mais je vais me concentrer uniquement sur une de ces infidélités, celle qui a été la plus récente et la plus intense. La femme en question s'appelle Andrea Farden et la première fois qu'elle a rencontré Nick, c'était en 2011. Elle était serveuse dans un pub et lui, il était là avec ses amis. Il a craqué pour elle et ils ont eu une brève relation. Bon, c'était plus un flirt, rien de très sérieux. Mais à ce moment-là, Nick était en couple avec Fiona, donc Fiona l'a découvert. Il y a déjà eu des histoires entre eux à ce moment-là. Et il a décidé de rester avec Fiona, de mettre un terme à cette petite relation, ce petit flirt avec Andrea, et il n'est plus jamais revenu dans le pub. Donc il a vraiment à ce moment-là respecté ses engagements envers Fiona en lui disant qu'il ne la reverrait plus jamais. Cependant, 5 ans plus tard, soit en 2016, Nick envoie un petit message sur Facebook à Andrea, l'air de rien, histoire de prendre des nouvelles. Tous les deux décident de se revoir et ils se lancent à nouveau dans une relation, mais cette fois beaucoup plus sérieuse. En fait, pendant des années, Nick entretient une relation avec les deux femmes en même temps, avec Andrea et Fiona. Et aucune des deux est vraiment au courant. Elles se doutent un petit peu qu'il y a quelque chose de bizarre, mais elles ne savent pas vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il va dire à Andrea que oui, il est toujours avec Fiona, enfin qu'il vit toujours avec Fiona, mais qu'ils ne sont plus ensemble, ils sont séparés. Il reste avec elle pour des histoires pratiques et financières, mais c'est tout. Il lui dit qu'ils font chambre à part, qu'il n'y a vraiment plus rien entre eux. Et à Fiona, il essaye tout simplement de cacher l'existence d'Andrea et le fait qu'il la trompe. Par contre, les amis et collègues de Nick sont tous au courant de la situation, c'est quelque chose dont il n'a absolument pas honte, il est même en train de s'en vanter, il leur explique qu'il a une femme plus âgée, une femme plus jeune, qu'il est un peu avec les deux, et que la situation lui convient parfaitement. La relation entre Nick et Andrea a tout d'une relation sincère, Andrea n'y voit que du feu pour elle, il est à 100% sincère avec elle, ils s'échangent des cadeaux de Noël, ils se font des déclarations d'amour, et Andrea étant folle amoureuse de lui, elle n'y voit que du feu, elle a vraiment l'impression qu'il est honnête avec elle et que tout se passe bien. Et en octobre 2018, alors qu'il est à ce moment-là temporairement séparé de Fiona, Andrea tombe enceinte de lui. Alors, Nick, sur le coup, décide de prendre ses responsabilités. Il ne nie absolument pas la paternité de cet enfant. Il lui dit qu'il n'y a aucun souci, qu'il va assumer. Cependant, 1 mois plus tard, un jour où Andrea est absente, elle est à une soirée, il en profite pour faire ses valises et part quitter le logement discrètement.
sans lui donner aucune explication. Ce que fait Nick à ce moment-là, c'est qu'il revient auprès de Fiona. En fait, il fait vraiment le yo-yo entre les deux femmes sans arrêt. Donc il revient auprès de Fiona et il décide de lui dire toute la vérité. Donc il lui avoue qu'il a mis sa maîtresse enceinte et Fiona est choquée, dévastée, horrifiée, enfin vraiment. Autant qu'il la trompe, elle a l'habitude, on va dire, mais le fait qu'il ait un enfant avec une de ses maîtresses, ça lui a vraiment brisé le cœur comme jamais. Elle était vraiment anéantie. Et du coup, elle a décidé de quitter Nick. Elle l'a mis à la porte et Nick est retourné auprès d'Andrea. Andrea, elle est tellement désespérée, elle se retrouve toute seule avec cette grossesse. Elle a tellement envie que son enfant puisse connaître son papa qu'elle accepte le retour de Nick auprès d'elle. Et pourtant, Nick est vraiment détestable. C'est-à-dire qu'il décide quand même de la soutenir tout au long de sa grossesse. Il se rend au rendez-vous avec elle, etc. Mais à chaque rendez-vous, il lui précise « Je suis là pour toi, pour te faire plaisir à toi. L'enfant, j'en ai rien à faire. » Mais Andrea se dit qu'il va peut-être changer d'avis. On sait jamais, une fois que l'enfant sera né, il va peut-être l'accepter. Et elle a tellement besoin qu'il soit présent dans la vie de cet enfant. C'est tellement une obsession pour elle qu'elle accepte quand même la situation. Alors que Nick, lui, de son côté, ce qu'il est en train de faire, c'est d'essayer de reconquérir Fiona, à qui il envoie tout un tas de lettres d'amour enflammées, en s'excusant, lui promettant qu'il ne recommencera jamais, et en lui disant à quel point il l'aime. Tu es la plus belle femme du monde, que ce soit clair. Tu as le cœur pur, et s'il y avait plus de gens comme toi sur Terre, la vie serait tellement plus agréable. Est-ce que tu as déjà eu l'impression que tu n'étais pas parfaite pour moi ? Ça me manque de me reposer avec toi, de regarder des films ensemble et te faire des câlins en te serrant fort dans mes bras musclés. Fiona craque une énième fois, elle accepte que Nick revienne auprès d'elle, mais cette fois, quelque chose est cassé. Le fait qu'il ait fait un enfant avec une femme plus jeune pendant leur relation, ça ne passe pas du tout. Elle a vraiment du mal à encaisser et elle dit même à ses proches qu'elle ne le lui pardonnera jamais. Elle accepte de revenir avec lui, elle accepte de repartir à zéro avec lui, d'emménager à nouveau avec lui et d'essayer de construire quelque chose, mais elle n'arrivera jamais à passer au-dessus du fait qu'il a fait un enfant avec une autre, et en plus qu'ils doivent payer une pension alimentaire pour cet enfant, puisqu'Andrea, une fois l'enfant né, a demandé une pension alimentaire, et comme je vous l'ai déjà expliqué, Nick a des problèmes d'argent, donc c'est Fiona qui se retrouve à payer la plupart des factures, et donc c'est Fiona qui se retrouve à devoir payer la pension alimentaire pour l'enfant de la maîtresse de son compagnon. C'est quand même une situation particulièrement difficile. Et Andrea, avant de demander cette pension alimentaire, a également envoyé plusieurs lettres qu'elle a adressées à Fiona. Dans la première lettre, elle glisse une photo de l'échographie. C'est une lettre qu'elle a envoyée alors qu'elle était enceinte. Et elle a tenu par cette lettre à prévenir Fiona qu'elle était enceinte, puisque Nick lui avait dit l'avoir fait, mais bon, vu que c'est quelqu'un qui ment beaucoup, elle s'est dit qu'elle n'avait pas totalement confiance et qu'elle voulait vraiment que Fiona soit au courant. Nick, tu as oublié de prendre cette photo après l'écho. Notre joli petit garçon. La deuxième lettre qu'elle envoie, vous allez voir, est plutôt cruelle et elle a clairement pour but d'ébranler la relation entre Nick et Fiona. Maintenant que c'est Claire qui m'a menti, je suppose qu'il n'a pas été honnête avec toi non plus. Il n'y aura jamais aucune confiance. Tu te demanderas toujours où il est, ce qu'il fait et avec qui. Les excuses qu'il te donne à chaque fois, je les connais par cœur. Si tu sais vraiment tout comme il le prétend, alors j'imagine que tu es heureuse de jouer les belles-mères ? Andrea dit aussi quelque chose d'absolument atroce dans cette lettre, c'est-à-dire qu'elle explique à Fiona que selon ce que Nick lui a dit, il ne l'a absolument jamais aimée. Il est avec elle uniquement pour sa stabilité financière, c'est tout. Elle a mis son numéro à la fin de la lettre en espérant que Fiona allait la contacter, mais Fiona ne l'a jamais fait. Et Andrea lui a envoyé une troisième et dernière lettre, cette fois-ci adressée carrément à son travail, donc à l'école primaire dans laquelle Fiona travaille. Dans cette lettre, cette fois, le ton a changé. Andrea a bien compris que Nick ne reviendrait jamais auprès d'elle, mais elle se plaint qu'il ne souhaite pas être non plus dans la vie de leur enfant. Tu n'as rien à craindre. Je ne veux plus de Nick après tous ces mensonges et le fait qu'il nous ait abandonnés quand on avait tellement besoin de lui. Je ne lui pardonnerai jamais. Je suis juste une maman qui veut ce qu'il y a de mieux pour son enfant. Et c'est tellement dommage qu'ils ne se conduisent pas en adultes afin qu'on puisse trouver un accord. On pourrait au moins avoir une discussion. C'est ce que j'essaie d'obtenir depuis des mois, mais on dirait bien que Nick n'est pas assez mature pour parler avec moi. Bon, vous vous demandez peut-être pourquoi Andrea a adressé ses lettres à Fiona et pas directement à Nick. Bien, Nick l'avait bloqué de partout, elle espérait le faire réagir en écrivant à Fiona, et elle a expliqué qu'elle n'a jamais cherché à faire du mal à Fiona. Bon, après,
C'est ce qu'elle dit, hein. Peut-être qu'il y avait quand même une petite part d'elle qui espérait faire du mal à Fiona, mais elle dit que c'était pas le cas, que vraiment tout ce qu'elle voulait c'était le bonheur de son enfant et qu'elle s'est dit que le mieux pour ça, c'était que Nick soit dans la vie de cet enfant. C'est d'ailleurs pour ça qu'Andrea a fini par saisir la justice afin de demander le versement d'une pension alimentaire et ça lui a été accordé. Bon, la pension n'est pas très élevée, Nick doit lui verser la somme de 100 pounds par mois, ce qu'il fait sans faute, hein, il lui envoie bien la somme tous les mois, jusqu'en novembre 2021 où elle ne reçoit pas l'argent et où Nick ne donne plus signe de vie. Je pense que vous pouvez tous sans mal imaginer la peine que ressentait Fiona à cette période de sa vie. C'est une période qui a dû être extrêmement compliquée pour elle, hein, j'imagine même pas. Choisir de rester avec un homme qui a fait une chose pareille, ça doit être absolument atroce. Mais la question c'est comment est-ce qu'elle en est arrivée à tuer Nick ? Je vous rappelle qu'on a affaire à une maîtresse d'école toute douce, toute gentille, que tout le monde trouve sympathique, qu'on n'a jamais vu s'énerver, qui n'a jamais eu aucun déboire avec la justice, et qui subissait depuis 17 ans les infidélités et les humiliations de son compagnon, sans rien dire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais d'abord vous lire ce que Fiona a écrit dans son journal intime, et ensuite je vais vous donner plus d'explications. Tout a changé l'année dernière. Il y a une citation dans Thelma et Louise qui me semble appropriée. « Sois gentil avec eux. Surtout avec ta femme. Mon mari n'était pas gentil avec moi. Je suppose que je dois expliquer ce qu'il s'est passé à partir de là. Ma santé mentale s'était détériorée. À chaque fois qu'il me trompait, il se mettait aussi à me rabaisser, à se plaindre et à me critiquer encore plus. Je dois tout avouer. Voici ce qu'il s'est passé. Octobre 2021. Il m'a craché dessus et m'a menacé pendant le sexe. J'ai pensé à le quitter, mais les choses qu'il m'a dites ont fait ressortir mon côté sombre. Je l'appelle Tulipe 22. Elle est courageuse, intrépide, efficace et impitoyable. J'ai monté un plan en tant que Tulipe 22, une fois qu'il s'est endormi. Je ne pouvais même plus dormir dans mon lit car je respirais trop fort, ou je bougeais trop, ou je ronflais, etc., etc. Je savais que je ne pouvais pas le laisser s'en sortir comme ça. Et Halloween a été la goutte de trop, il a été odieux. C'est cette nuit-là que j'ai tout planifié. Grâce au Covid, j'avais la garantie d'une période de quarantaine de 10 jours avec des symptômes. J'ai appelé ma directrice le lundi et j'ai dit qu'on était positif au Covid. Il est parti au travail. Tulipe 22 a fumé et planifié encore. J'avais déjà tout imaginé dans ma tête tellement de fois auparavant. J'ai pris un bain et j'ai laissé l'eau dans la baignoire. Je l'ai convaincu de prendre un bain en lui promettant un rapport sexuel par la suite. Alors qu'il était dans la baignoire, j'ai gardé le couteau dans la poche de ma robe de chambre, puis je l'ai caché dans un tiroir à côté du lit. J'ai aussi amené un ciseau, un sac poubelle et des liens Serflex. Je lui ai demandé de porter un masque de nuit. C'était plus difficile que ce que j'avais imaginé. C'est compliqué de cacher un corps et le déplacer est bien plus complexe que ce qu'on voit à la télé. Vous aurez compris avec ce qu'elle a écrit dans son journal que Fiona affirme avoir une double personnalité, un alter ego du nom de Tulipe 22 que personne ne connaît, dont personne ne soupçonne l'existence, et ce serait donc cette personnalité très sombre qui l'aurait poussé à tuer Nick. Ce qui s'est passé, c'est donc que le 31 octobre, jour d'Halloween, elle a passé une journée particulièrement éprouvante à subir les commentaires et les humiliations de Nick, pour finir par des humiliations sexuelle. Et ça a été vraiment la goutte d'eau pour elle. Donc elle a envoyé un message à sa directrice en expliquant avoir le Covid. Et à ce moment-là, il fallait respecter une période de quarantaine de 10 jours. Donc ça lui garantissait d'avoir le temps de tuer Nick et de nettoyer la scène de crime. Le lendemain, donc le 1er novembre, Fiona passe la journée à fumer du cannabis et à réfléchir à ce qu'elle va faire le soir. Pendant ce temps, Nick est au travail, je vous rappelle qu'il rénove des maisons, donc il est sur un chantier toute la journée. Et quand il rentre le soir, comme Fiona l'a écrit dans sa lettre, elle lui propose de prendre un bon bain en lui disant qu'après ils pourront avoir un rapport sexuel. Et Nick accepte. Donc Nick est en train de se détendre dans le bain pendant que Fiona, elle, va chercher tout le matériel dont elle a besoin pour le tuer. Donc comme elle l'a dit également dans sa lettre, un couteau de cuisine,
un ciseau. Alors je parle bien de un ciseau et pas des ciseaux, hein, un ciseau l'outil. Et elle prend également des sacs poubelles bien résistants ainsi que des liens Serflex. Et elle cache tout ça dans le tiroir du chevet dans la chambre, donc à côté du lit. Une fois que Nick a fini de se détendre dans le bain, il la rejoint dans la chambre. Et là, elle prétend vouloir pimenter un petit peu leur vie sexuelle. Et pour cela, elle lui propose donc de mettre un masque de nuit afin de le rendre aveugle et de l'attacher au lit avec des liens Serflex afin qu'il ne puisse plus bouger et qu'elle puisse faire de lui ce qu'elle veut. Donc évidemment, Nick, lui, s'attend à un rapport sexuel intense qui change un peu de l'ordinaire. Donc il accepte, mais ce que fait Fiona, c'est qu'en fait, elle se met au-dessus de lui, elle prend le couteau dans la table de chevet et elle le lui plante dans le cou, du côté droit. Un seul coup de couteau qui suffira à tuer Nick, mais pas sur le coup. Donc Nick a agonisé. Et il a eu le temps de réaliser ce qui lui arrivait et de demander à Fiona « Pourquoi ? Pourquoi tu fais ça ?» Fiona a répondu « Afin que tu ne puisses plus jamais faire subir ce que tu m'as fait subir à qui que ce soit d'autre. » Une fois Nick décédé, Fiona commence tout de suite à nettoyer la scène de crime. Dès 1h du matin, elle commence à nettoyer et puis elle va également faire des achats. Elle utilise la carte bancaire de Nick pour faire des achats en ligne et puis le lendemain, elle va également dans les magasins afin d'acheter tout ce qu'il faut pour cacher le corps, pour nettoyer la scène de crime, mais aussi des choses pour son plaisir personnel. Donc je vous expliquerai après comment elle a caché le corps et toutes les choses qu'elle a achetées, mais pour son plaisir personnel, elle a acheté des vêtements, elle a acheté des bougies parfumées, elle a acheté des chocolats, elle a acheté des produits cosmétiques, et elle a acheté également pas mal de déco pour la maison, notamment des miroirs, des choses comme ça. Et elle a passé ensuite un temps conséquent en fait dans les jours qui ont suivi le meurtre à consommer du cannabis et à regarder des films X sur le téléphone de Nick. D'ailleurs, elle s'était aussi acheté avec sa carte bancaire un vibromasseur. En ce qui concerne le corps de Nick, l'idée de Fiona, c'est de l'enterrer dans le jardin. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se rendre dans un B&Q, c'est un peu l'équivalent de Leroy Merlin chez nous, donc vous voyez un magasin de bricolage avec également de la décoration, des choses comme ça. Et elle y fait pas mal d'achats, elle achète notamment 10 sacs de compost, des sacs de béton, du scotch, des gants de jardinage, une pelle, un incinérateur, enfin vraiment beaucoup de choses. Elle ramène tout chez elle. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle choisit une zone à l'arrière de la maison, donc une zone cachée, et elle décide de l'aménager, de faire semblant qu'elle est en train de faire un petit jardin, un petit potager, un petit coin sympa. Sauf qu'en fait, le plan, c'est d'y enterrer Nick. Parce qu'en fait, sa maison est... elle n'a pas vraiment de jardin, vous voyez, elle a une cour. Donc elle veut finalement créer un petit bout de jardin. Je vous montre de toute manière une image. Et elle va donc enterrer Nick à cet endroit. Elle l'enterre avec également des déchets. Elle l'enterre avec notamment les draps ensanglantés dans lesquels il a été assassiné. Elle l'enterre avec des objets qu'elle a utilisés pour cacher son corps. Et elle recouvre le tout de béton, de tôle, de terre. Et elle met des petits pots de fleurs, histoire de faire comme si elle essayait juste de faire quelque chose de joli dans sa cour. Une fois le corps enterré, Fiona se sert du téléphone de Nick pour donner des nouvelles à ses proches. Elle envoie des messages pour dire qu'il l'a quittée pour une autre femme à qui elle a carrément donné un prénom, hein. C'est une femme qui s'appelle Faye, qui n'existe pas en réalité, et elle dit qu'il est parti s'installer en Essex avec cette femme. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi personne ne s'est inquiété pendant 4 mois et demi, bien tout simplement parce que Nick c'est quelqu'un de plutôt discret, pas tout le monde donne des nouvelles à ses proches tous les jours ou toutes les semaines, et effectivement c'est le cas de Nick. Ça arrive à Nick de pas répondre aux messages, ou de mettre plusieurs semaines à donner des nouvelles, voire même plusieurs mois. Et en plus de ça, Fiona a envoyé quelques SMS, donc ça suffisait finalement à ses proches pour ne pas s'inquiéter et se dire que tout allait bien, quoi. La période des fêtes est bien évidemment une période critique, puisqu'elle a assassiné Nick le 1er novembre, après il y a Noël, Nouvel An, mais là encore, il va suffire qu'elle envoie quelques SMS pour que tout le monde soit rassuré, puisqu'elle va répondre à tous les messages de Nouvel An de tout le monde, et elle envoie ces messages donc toujours en se faisant passer pour Nick, en disant qu'il est en train de vivre sa meilleure vie, qu'il est en train de faire telle ou telle activité, qu'il est super heureux. Donc voilà, il n'en faut pas plus pour les proches de Nick, ils ne se doutent de rien. Voici par exemple ce qu'elle envoie à la maman de Nick. Tout va bien, je passe le nouvel an à Manchester. Je viens de regarder United battre Burnley à Old Trafford. Je reviens en Essex dimanche.
Ou encore un autre exemple, un message qu'elle envoie à un collègue de Nick, enfin à quelqu'un qui avait l'habitude de travailler sur des chantiers avec Nick et qui s'inquiétait de ne pas avoir de ses nouvelles. Je profite des femmes et des jeux d'argent, mon gars. Un jour, la maman de Nick vient même chez Fiona, donc dans la maison où est enterré son fils. Évidemment, elle ne le sait pas à ce moment-là, et elle n'a rien remarqué. Fiona est joviale, Fiona est accueillante, elle lui propose de boire une boisson de Noël, et les deux femmes s'installent à table et discutent tranquillement comme si de rien n'était. Alors, la mère de Nick a quand même remarqué que Fiona avait fait beaucoup de changements au niveau de la déco, mais bon, après, voilà, rien de choquant finalement, après une rupture difficile. C'est pas étonnant de vouloir faire un peu de changement dans sa vie, surtout que c'est une maison qu'elle partageait avec Nick. Donc bon, elle n'en pense rien, elle est juste étonnée de voir que la maison a beaucoup changé. À ses proches à elle, Fiona explique au départ être triste quand même parce que voilà, ça faisait 17 ans, donc il y a plein de gens qui sont là pour la soutenir, pour essayer de la réconforter, et puis au bout d'un moment, elle leur dit que finalement elle est soulagée, Nick était plus un poids qu'autre chose dans sa vie, il la traitait mal, ça n'allait pas entre eux, donc ses proches à elle ne s'inquiètent pas non plus, surtout qu'ils voient qu'elle est vraiment radieuse, effectivement, comme je vous ai dit. Après, en fait, le meurtre, Fiona était rayonnante, elle avait perdu du poids, elle avait l'air très heureuse, elle avait l'air soulagée, comme si finalement, sa rupture avec Nick lui avait fait le plus grand bien. Mais alors, comment Fiona s'est retrouvée à se tailler les veines dans une baignoire si tout allait si bien dans sa vie ? Eh bien, on ne sait pas, Fiona ne l'a pas expliqué, mais les policiers ont une théorie. En fait, en février, donc juste avant qu'elle tente de mettre fin à ses jours, eh bien, il y a des policiers municipaux qui ont toqué chez elle en lui disant être à la recherche de Nick. Donc forcément, ça a fait un choc à Fiona et s'est dit « mince, qu'est-ce qui se passe ?» En vrai, c'était rien de spécial. Ce qui s'est passé, c'est que elle avait caché un petit peu le van de Nick en le garant dans une rue à 1 kilomètre de chez eux. Et les policiers sont tombés sur ce van. Or, il y avait un avis de tempête et le van était garé sous des arbres. Donc, ils avaient peur que la tempête fasse tomber les arbres sur le van et ils voulaient conseiller à Nick tout simplement de déplacer le véhicule. Donc, rien de spécial, hein. Fiona est quand même soulagée que ce soit juste pour ça qu'ils soient venus chez elle. Mais quand même, on pense que ça lui a fait un choc puisque c'est juste après ça que sa santé mentale s'est dégradée. Fiona explique dans son journal qu'elle s'était mise elle-même à croire à ses mensonges. Finalement, elle s'était persuadée toute seule que Nick était parti avec une autre femme, qu'elle était célibataire, libre comme l'air et que tout allait bien. Mais voici également ce qu'elle écrit. Parfois, dans un moment d'égarement, je me souviens. Je me souviens de ce que j'ai fait. Je me souviens de ce que je suis. Alors peut-être et sûrement que le jour où les policiers sont passés chez elle, eh bien la réalité l'a frappée en pleine face et elle a réalisé qu'elle ne pourrait pas s'en sortir comme ça indéfiniment. Ça faisait 4 mois et demi que Nick était enterré dans le jardin de sa propre maison quand les policiers ont retrouvé son corps avec l'aide de leur chien. Et son corps était momifié, donc dans un état plutôt correct, et enterré donc avec tout un tas de débris et de déchets. Ils ont récupéré le corps et ils ont pu le rendre à sa famille afin qu'il soit enterré dignement. Je vous ai dit que Fiona avait également acheté un incinérateur. Les policiers pensent qu'elle a utilisé cet incinérateur afin de brûler les affaires de Nick, puisqu'il n'y avait plus aucune affaire lui appartenant dans la maison. Plus aucun vêtement, plus aucun objet. Et donc rien n'a pu être restitué à la famille de Nick, ce qui a été très dur pour eux parce qu'ils auraient aimé avoir des petits souvenirs auxquels se raccrocher, mais rien du tout. Donc une partie a peut-être été brûlée, l'autre partie jetée. On ne sait pas exactement, mais voilà, c'est la théorie pour l'incinérateur parce que c'est sûr et certain qu'elle ne l'a pas acheté pour brûler des feuilles mortes. Surtout juste après le crime, elle y a forcément fait brûler quelque chose dedans qui a un rapport avec Nick. En plus des enregistrements, des caméras de surveillance et des factures qui prouvent que Fiona était bien coupable de ce meurtre, eh bien les policiers ont également découvert au sous-sol de la maison un matelas ensanglanté, le matelas sur lequel elle a assassiné Nick. Et ils ont également découvert des traces de sang dans la chambre. Bon, ils les ont découvertes au luminol parce qu'elles avaient bien évidemment été nettoyées par Fiona qui en plus avait pris soin de repeindre les murs, histoire de bien cacher son crime. Fiona a eu 2 procès. Je vais vous expliquer par la suite. Le premier procès a été annulé. Mais on va quand même parler de ce premier procès parce que c'est quand même intéressant. Fiona est arrivée à ce procès en expliquant qu'elle comptait plaider non coupable parce que pour elle, elle s'était pas rendue coupable de meurtre mais d'homicide.
Ce qu'elle explique, c'est que sa santé mentale étant mauvaise, elle a fini par péter un câble. Donc finalement, elle rejette la préméditation, alors qu'elle a elle-même expliqué dans son journal qu'elle avait tout prémédité. Donc c'est une défense assez particulière, mais en gros, voilà, elle essaye de s'en sortir en plaidant voilà, les problèmes de santé mentale, plus le fait que Nick la traitait mal, un peu finalement comme s'il s'agissait d'une légitime défense. Mais des psychiatres l'ayant examinée affirment qu'elle ne souffre que de dépression, donc ça ne suffit pas à dire qu'elle n'est pas responsable du meurtre, il n'y a aucun doute là-dessus. La raison pour laquelle ce procès a été annulé, c'est très intéressant, c'est en fait à cause d'une témoin qui a été appelée par la défense de Fiona, et cette témoin a travaillé au tribunal. Donc c'est interdit, voilà, le témoin ne peut pas avoir de lien avec le personnel du tribunal, et cette témoin connaissait notamment le juge qui est responsable de l'affaire Fiona Beale. Donc c'était juste pas possible d'accepter son témoignage, mais le problème c'est qu'ils s'en sont rendus compte tard. Donc elle est venue au tribunal témoigner, elle a dit tout ce qu'elle avait à dire, et donc les jurés l'ont entendu parler, et son témoignage ayant été très important dans ce procès, c'était compliqué de juste dire aux jurés essayez d'ignorer ce témoignage-là et de vous concentrer sur le reste. Enfin, ça aurait pas été un procès assez juste, donc le juge a préféré totalement annuler le procès, même si bien évidemment ça veut dire des coûts assez élevés, et c'est également bien sûr très dur pour la famille de Nick qui doit revivre un procès. Je précise quand même que c'est pas vraiment la faute de qui que ce soit, puisque elle travaillait pas vraiment au tribunal, en fait elle était plus au niveau des prisons. Elle allait voir si tout se passait bien pour les prisonniers, si ils n'avaient pas des revendications, si voilà leur santé mentale allait bien, etc. Et elle était dans la sécurité, donc oui, elle intervenait un peu au tribunal, etc. Mais pas assez pour que le juge la connaisse vraiment très très bien. Donc en fait, il l'a même pas reconnue quand elle est venue témoigner. Et les avocats de la défense de Fiona n'ont pas fait exprès non plus de la ramener en se disant faut qu'on cache qui elle est, etc. Non, pas du tout. Ils ont juste pas pensé que ça pouvait poser problème. Et finalement, en fait, c'est un peu la faute à pas de chance. Mais effectivement, cette témoin connaissait Fiona depuis des années. Elles étaient même très amies. Et son témoignage était hyper intéressant puisqu'elle expliquait qu'elle avait à plusieurs reprises vu la façon dont Nick traitait Fiona et qu'elle avait également été témoin des effets sur la personnalité de Fiona. Elle avait remarqué à quel point Fiona avait changé, à quel point elle était beaucoup plus renfermée, beaucoup plus triste depuis qu'elle était avec Nick. Et forcément, voilà, c'est une des seules personnes qui venait témoigner pour ça, en plus de la famille de Fiona qui côtoyait Nick régulièrement et qui voyait également qu'il avait une personnalité particulière et qu'il traitait très mal Fiona, mais pour le coup son témoignage a été annulé lors du second procès, elle n'a pas eu le droit de revenir, donc voilà, dommage pour la défense de Fiona. Le second procès a eu lieu en avril 2024 et cette fois Fiona est arrivée toujours avec la même défense, en expliquant que voilà, elle souhaitait plaider non coupable et être condamnée pour homicide et non pas pour meurtre, mais coup de théâtre. Au bout de 3 jours de procès, Fiona décide finalement de plaider coupable. Elle avoue qu'il s'agissait d'un meurtre avec préméditation et elle ne cherche plus à se dédouaner. C'est forcément un soulagement pour tout le monde parce que ça va permettre que le procès dure moins longtemps et également d'avoir la certitude qu'elle puisse avoir une peine plus importante. Et effectivement, Fiona écope d'une peine de prison à vie, avec une période de sûreté de 20 ans. La famille de Nick a tenu à insister au tribunal sur le fait que Nick était une personne pleine de qualités et qu'ils l'aimait profondément. Parce qu'ils ont été vraiment blessés de voir le portrait qui a été dressé de lui par Fiona et ses autres ex, et également par le fait que Fiona avait écrit dans son journal qu'elle savait qu'en tuant Nick, il n'allait manquer à personne et que finalement il n'avait fallu que quelques SMS afin qu'on la laisse tranquille. Ils ont trouvé ça très dur, parce que c'est faux. Ils aimaient très fort Nick, c'est pas parce qu'ils lui parlaient pas tous les jours et qu'ils le voyaient pas tous les jours qu'ils ne l'aimaient pas. Et ils ont affirmé qu'ils étaient extrêmement tristes de sa mort et qu'il allait leur manquer tous les jours pour le reste de leur vie. Andrea a également témoigné pour expliquer que Nick n'était pas une si mauvaise personne que ça, que oui, elle a eu des choses à lui reprocher pendant leur relation, mais qu'à partir du moment où il s'est mis à payer la pension alimentaire, eh bien, elle n'avait plus rien de mal à dire de lui et que dans tous les cas, il méritait pas du tout de mourir de cette façon-là. Tout ce qu'elle voulait, elle, c'est qu'il soit présent dans la vie de leur fils. C'est tout. Et justement, elle en veut énormément à Fiona d'avoir privé leur petit garçon
d'avoir un jour la chance de connaître son papa, de savoir qui il est. Donc elle et son fils sont aussi victimes de ce qu'a fait Fiona, bien sûr. Mais rassurez-vous, ce petit garçon va bien. Andrea a retrouvé l'amour auprès d'un homme qui s'en occupe comme si c'était son fils. Et Andrea a d'autres enfants, donc voilà, ils forment une belle famille aimante. Et ce petit garçon est bien entouré, donc je suis sûre que ça va aller pour lui, même si bien évidemment, avoir perdu son papa dans des circonstances aussi atroces va forcément le toucher et laisser des marques dans sa vie. Mais voilà, il a toutes les clés pour pouvoir avancer sereinement et avoir un bel avenir. Sur ce, c'est tout pour cette histoire. Je vous retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines affaires.